On ne répondra à aucune question, mais nous fournirons des informations supplémentaires dès qu'elles seront disponibles. Jeremy Wade est un nom que la plupart des gens associent aux rivières, aux aventures lointaines et à certaines des créatures d'eau douce les plus insaisissables au monde. Mais que se passerait-il si la curiosité du célèbre pêcheur à la ligne ne s'arrêtait pas au bord de la rivière? Des informations ont fait surface, suggérant que quelque chose d'inhabituel a été découvert dans une propriété qui lui est liée au Texas. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans ce qui a été trouvé, pourquoi c'est important et pourquoi le FBI aurait été impliqué, l'homme derrière les rivières. Jeremy Wade est un biologiste britannique, présentateur de télévision, écrivain et pêcheur à la ligne extrême, dont le nom est devenu presque synonyme des mystères de l'eau douce. Né le 23 mars 1956 à Ipswich, en Angleterre, il a grandi près de la rivière à Suffolk. Ce cadre fluvial a façonné ses premiers souvenirs de pêche et lui a donné la curiosité qui a plus tard défini sa vie. Jeune homme, il a développé un intérêt non seulement pour la capture de poissons, mais aussi pour apprendre ce qui les rendait uniques, où ils vivaient, comment qu'ils survivaient, et pourquoi certains d'entre eux inspiraient la peur et les mythes. L'éducation était au cœur de son parcours. Il a étudié la zoologie à l'université de Bristol et a ensuite obtenu un certificat d'enseignement post-universitaire en sciences biologiques à l'université du Kent. Le mélange de science et d'éducation s'avérerait essentiel, car la carrière de Jeremy tournerait autour de la recherche et de la communication des découvertes à un large public. Son entrée dans l'œil du public a été tout sauf ordinaire. Jeremy a commencé comme enseignant, mais sa passion pour la pêche l'a poussé vers des eaux inexplorées. En 1982, il a effectué son premier voyage de pêche à l'étranger, en Inde, où il a attrapé un macéaire de l'Himalaya, un grand et puissant poisson d'eau douce. Ce moment est souvent décrit dans les interviews comme un tournant, le convainquant que l'exploration pouvait être plus qu'un simple passe-temps. Au cours des décennies suivantes, il s'est aventuré dans des rivières isolées d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, à la recherche d'espèces peu étudiées ou entourées de folklore. Il a risqué des maladies, des courants dangereux et même la violence dans des régions instables. Mais la soif de connaissance l'a fait avancer. Il a écrit sur ses aventures dans des magazines, puis dans des livres, en utilisant ses récits de première main pour documenter des écosystèmes que peu d'étrangers avaient vus. La télévision a transformé son travail en un phénomène mondial. Sa série River Monsters, qui a débuté en 2009, l'a placé dans des situations que de nombreux téléspectateurs considéraient comme impensables. Attendre dans l'Amazone après des histoires de poissons-chats géants entraînant des personnes sous l'eau ou enquêter sur des rivières en Afrique où les habitants parlaient de prédateurs terrifiants. Jeremy a équilibré le drame de la recherche avec l'analyse scientifique, en examinant si les légendes étaient fondées sur des faits. Il n'était pas simplement un pêcheur à la ligne montrant de grosses prises. Au lieu de cela, il était à la fois détective, naturaliste et conteur. La série a duré 9 saisons, touchant des millions de téléspectateurs dans plus de 100 pays, et elle reste l'un des programmes animaliers les plus réussis jamais produits. Ses émissions ultérieures, dont Mighty Rivers et Dark Waters, se sont appuyées sur ce succès en élargissant la portée. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les poissons mystérieux, il a commencé à enquêter sur la santé de certaines des voies navigables les plus importantes au monde. Ces projets ont mis en évidence la pollution, la surpêche et l'impact de l'activité humaine, tout en conservant le sens du mystère et de l'aventure qui ont incité les téléspectateurs à regarder. Les livres de Jeremy, tels que River Monsters et How to Think Like a Fish, ont étendu sa portée au-delà de la télévision. Il y expliquait non seulement ses aventures, mais aussi sa philosophie, sa patience, son sens de l'observation et son respect du monde naturel.
Parmi les scientifiques et les défenseurs de l'environnement, Jeremy est considéré comme quelqu'un qui comble le fossé entre le monde universitaire et le monde populaire. Il communique des réalités écologiques complexes d'une manière que les téléspectateurs de tous les jours peuvent comprendre tout en respectant la rigueur scientifique. Au sein de la communauté des pêcheurs, il est admiré comme un pêcheur à la ligne qui met l'accent sur la responsabilité, les méthodes de capture et de remise à l'eau et l'éducation. Parmi les fans de télévision d'aventure, il est devenu une figure reconnaissable, souvent associée à sa voix calme, son humour discret et sa volonté de plonger dans le danger sans sensationnalisme. Sa réputation n'est pas sans chuchotement d'exagération, car certains critiques soutiennent que la télévision peut dramatiser des histoires au-delà de ce que la science seule soutient. Pourtant, des initiés du monde de la production ont souligné que Jeremy insiste sur les preuves dans la mesure du possible et qu'il est directement impliqué dans la recherche derrière chaque épisode. Sa crédibilité, bâtie sur des décennies d'expérience de première main, est ce qui le distingue d'innombrables autres personnalités qui sont apparues brièvement et ont disparu. Alors, qu'aurait-on pu trouver dans sa maison de vacances? Les allégations insaisissables concernant une maison de vacances à Richardson, au Texas. Pendant des années, des allégations éparses ont circulé selon lesquelles Jeremy Wade gardait une maison de vacances au Texas, plus précisément le long de West Belt Line Road à Richardson. Pourtant, lorsque ces allégations sont confrontées aux faits disponibles, l'image ne correspond pas. Les registres de propriété dans le comté de Dallas, qui couvrent Richardson, sont accessibles via les registres publics, et aucun acte ou relevé d'impôt ne mentionne son nom. Son site officiel ne fait aucune mention d'une résidence en dehors du Royaume-Uni. Et dans de nombreuses interviews, Jeremy a parlé ouvertement de ses longs voyages et de sa base en Angleterre, mais jamais d'une propriété au Texas. Les initiés qui ont travaillé dans la production télévisuelle chuchotent parfois que des célébrités acquièrent des refuges non répertoriés aux États-Unis pour des raisons de confidentialité. Mais avec Jeremy, il n'y a aucune preuve documentée. En d'autres termes, l'histoire d'une maison de vacances à Richardson relève plus de la rumeur que d'un fait vérifiable, bien que cela ne l'ait pas empêché de circuler. L'attrait d'une telle rumeur est compréhensible si l'on considère la nature même de Richardson. Située juste au nord de Dallas, la ville s'est développée en une banlieue prospère, connue pour ses écoles solides, ses quartiers sûrs et sa présence commerciale, en particulier dans le secteur technologique. Environ 120 000 personnes vivent à l'intérieur de ses frontières, créant un mélange de professionnels, de familles et de résidents de longue date. Le revenu médian des ménages se situe près de la fourchette des 6 chiffres et le coût de la vie dans la région reste plus abordable que dans de nombreuses villes côtières. Cette combinaison a longtemps rendu Richardson attrayante tant pour les habitants que pour les étrangers qui cherchent à établir une base confortable dans le nord du Texas. West Belt Line Road, la portion de route souvent mentionnée dans ces rumeurs, est une artère principale qui traverse la ville. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une autoroute, elle supporte un trafic constant tout au long de la journée et relie les quartiers aux écoles, aux centres commerciaux et aux itinéraires de banlieue vers Dallas. Les maisons le long de ce corridor sont généralement des maisons en briques d'un seul étage, dont beaucoup ont été construites pendant le boom de l'après-guerre, avec des lots d'une superficie moyenne inférieure à un quart d'acre. Pour quelqu'un qui recherche la tranquillité de la banlieue tout en ayant accès à Dallas en moins de 20 minutes, la région offre un équilibre attrayant. C'est le type d'endroit où une personnalité bien connue pourrait vivre tranquillement, se fondant dans la vie banlieusarde quotidienne. C'est cette banalité même qui alimente la spéculation. Une personne célèbre pourrait en effet se cacher à la vue de tous sans attirer l'attention. Le Texas lui-même ajoute au mystère en raison de la façon dont fonctionnent ses lois sur la propriété et la confidentialité. L'État est connu pour valoriser les droits individuels
et la propriété foncière est bien documentée. Mais cette documentation ne s'étend pas toujours au-delà de l'inscription des actes sous des sociétés de portefeuille ou des fiducies. Dans les cas où une célébrité souhaite éviter l'attention, il n'est pas rare que des achats immobiliers soient effectués par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée. Cette réalité juridique signifie que même une vérification minutieuse des registres ne résout pas toujours les questions concernant l'identité du véritable propriétaire d'une maison. Les initiés qui travaillent dans l'immobilier à Dallas notent que les rumeurs concernant les maisons de célébrités font surface souvent et sans documentation. Elles restent exactement cela. Néanmoins, le caractère de Richardson permet de comprendre facilement pourquoi Jeremy aurait hypothétiquement choisi un tel endroit s'il avait recherché une retraite américaine. La ville combine un calme banlieusard avec la proximité des paysages ruraux et des commodités urbaines. Son emplacement dans le nord du Texas le place également à portée de main d'un large éventail d'écosystèmes d'eau douce, des réservoirs et des criques au système plus vaste de la rivière Trinity. Bien qu'il n'y ait aucune preuve reliant directement Jeremy à ces eaux en termes de recherche, la suggestion qu'un explorateur d'eau douce puisse vouloir s'ancrer près de tels habitats trouve un écho auprès des fans qui connaissent son travail. En fin de compte, ce qui est vérifiable, c'est ceci. Il n'y a aucune preuve crédible que Jeremy ait jamais possédé une propriété sur West Belt Line Road, à Richardson ou ailleurs au Texas. Ce qui persiste, c'est l'idée d'une telle maison, soutenue par des initiés qui suggèrent que certains détails peuvent être intentionnellement protégés pour des raisons de confidentialité. Au Texas, où la confidentialité est fortement protégée et où la propriété foncière peut être légalement superposée par le biais de structures d'entreprise, de telles possibilités restent ouvertes. Pourtant, jusqu'à ce que des documents ou une reconnaissance publique apparaissent, l'affirmation relève plus de la spéculation que du dossier. La rumeur persiste non pas à cause de preuves, mais parce que Richardson elle-même fournit le type de cadre où une telle histoire semble crédible. Les controverses connues de Jeremy Wade, ses empreintes financières et son activité médiatique. La carrière de Jeremy Wade s'est déroulée sous les projecteurs pendant plus d'une décennie, grâce à des émissions de télévision qui ont atteint des millions de foyers, mais son profil public s'étend bien au-delà du petit écran. Grâce à des programmes tels que River Monsters, Mighty Rivers et Dark Waters, Jeremy a été vu par des publics dans plus de 100 pays, ce qui a consolidé sa réputation comme l'une des figures les plus reconnaissables de la programmation moderne d'histoire naturelle. Ajoutez à cela un flux constant d'interviews, des apparitions à des conférences sur la faune, des livres publiés tels que River Monsters et How to Think Like a Fish, et une présence active sur les médias sociaux où les fans interagissent directement avec lui, et il devient clair pourquoi son nom est resté dans la conversation publique. La voix de Jeremy, calme et précise, fait désormais partie de sa marque. Il se présente comme un guide sûr dans des situations qui feraient hésiter la plupart des gens. Et cette combinaison de personnalité et de danger a fait sa réputation. Sa vie sur le terrain a produit plus que de la télévision spectaculaire. Au fil des ans, Jeremy a enduré des situations qui soulignent le risque derrière les aventures. Il a parlé ouvertement de la contraction du paludisme lors de son travail dans les régions tropicales et des accidents qui auraient pu se terminer bien pire, comme le fait d'être impliqué dans un accident d'avion lors d'une de ses expéditions. Ces incidents ont souvent été mentionnés dans des interviews, comme preuve que sa carrière est plus qu'un simple drame mis en scène. Elle est enracinée dans une véritable exposition au danger. Cette crédibilité d'être un homme qui a vécu de véritables menaces tout en documentant le monde naturel explique pourquoi son travail trouve un écho si fort auprès du public. Cela explique également pourquoi les rumeurs de mystère ou de secrets qui l'entourent, qu'il s'agisse de finances personnelles ou de propriétés supposées, gagnent du terrain. Quand quelqu'un passe autant de temps dans des endroits éloignés et inaccessibles, les lacunes dans les registres publics
invitant naturellement à la spéculation. Financièrement, Jeremy a bâti une carrière sur des flux de revenus relativement transparents. Ses contrats de télévision lui ont procuré des revenus qui reflètent à la fois la popularité de ses émissions et leur syndication auprès d'un public mondial. De plus, ses livres se sont vendus de manière constante, ajoutant des redevances à ses revenus, et il a complété cela par des conférences publiques, des apparitions dans les médias et des collaborations avec des organisations de conservation. Il est important de noter qu'il n'existe aucun registre public reliant Jeremy à une activité financière inexpliquée ou à des litiges juridiques concernant de l'argent aux États-Unis. Son nom n'apparaît pas en relation avec des affaires fiscales américaines, des poursuites judiciaires ou d'autres formes de controverses financières. Bien que des initiés notent parfois que les présentateurs de télévision peuvent accumuler des revenus par le biais de multiples canaux qui ne sont pas entièrement visibles pour les fans, tels que le conseil ou le travail de production en coulisses, rien ne relie Jeremy à des irrégularités financières. Sa réputation en ce sens est restée stable. Celle de quelqu'un qui gagne sa vie grâce aux médias et à l'éducation plutôt que par des moyens cachés ou douteux. Cette absence de scandale n'a pas empêché la spéculation. Les forums de fans et les blogs de divertissement ont au fil des ans lancé des idées sur le fait qu'il possède des propriétés à l'étranger, y compris des rumeurs de retraite aux États-Unis. De telles discussions sont rarement basées sur des preuves concrètes, faisant souvent référence à des observations supposées ou à des oui-dire de la part de la population locale. La couverture de style tabloïd le présente parfois comme une figure mystérieuse. Et dans ce contexte, attacher son nom à des maisons dans des endroits comme le Texas ou la Floride devient une sorte de raccourci de narration. L'aventurier qui passe son temps libre caché dans un cadre suburbain inattendu. Pourtant, ces affirmations, comparées aux registres publics de propriété, aux interviews ou aux rapports crédibles, restent non étayées. La contradiction entre la spéculation et les faits vérifiables est ce qui maintient l'histoire en vie. Les histoires se nourrissent de l'absence, pas de la présence. Et la vie privée de Jeremy a laissé juste assez d'absence pour que les étrangers la remplissent de leur propre version. Au centre de tout cela se trouve la propre approche de Jeremy en matière d'information. Tout au long de sa carrière, il a insisté sur les preuves. Qu'il teste la vérité d'une légende fluviale ou qu'il parle de questions écologiques, ses enquêtes télévisées sont structurées autour du mythe, des chuchotements, puis des preuves. Les habitants lui racontent une histoire, il l'explore et il présente une conclusion enracinée dans la biologie et l'écologie. Les fans et les collègues soulignent que cette insistance sur les preuves a bâti une base de confiance. Ce n'est pas un homme qui affirme sans vérification. C'est un homme qui teste, attend, puis présente ce qu'il peut justifier. Cette philosophie lui a donné une place rare dans les médias, comblant le fossé entre le divertissement et la science. C'est ce mélange de crédibilité, de visibilité et de mystère qui prépare le terrain pour expliquer pourquoi toute histoire impliquant Jeremy suscite l'attention. C'est une figure qui a constamment vécu à la frontière entre le mythe et le fait. Sa vie a montré qu'il risquera tout pour trouver la vérité dans des rivières dangereuses. Pourtant, sa vie personnelle reste protégée, avec seulement des fragments disponibles pour le domaine public. Cette tension alimente la spéculation sur les retraites, sur la propriété foncière et sur l'endroit exact où un homme si connu pourrait disparaître lorsque les caméras sont éteintes. Ce que le FBI a trouvé dans la maison de vacances. Selon plusieurs initiés, la découverte qui allait mettre sous les projecteurs la retraite texane, supposée de Jeremy Wade, a commencé par un travail d'entretien ordinaire. Des entrepreneurs travaillant sur une propriété sur West Beltline Road à Richardson, qui appartiendrait à Jeremy Wade, seraient tombés sur un compartiment caché lors de la rénovation d'une section de la maison. Derrière un faux mur, ils auraient trouvé un coffre-fort verrouillé.
Au début, les entrepreneurs ont supposé qu'ils contenaient des objets de valeur ou des documents d'intérêt personnel, mais ce qu'il y avait à l'intérieur, selon des sources, était beaucoup plus inattendu et complexe. La nouvelle est parvenue aux journalistes il y a seulement 5 minutes. Voici ce que le FBI a trouvé dans la maison de vacances de Jeremy Wade, et ce n'est pas bon. À l'intérieur du coffre-fort, des rapports suggèrent qu'il y avait des registres financiers, de la correspondance et des enregistrements audio. Les documents auraient inclus des interactions avec des personnes, affirmant avoir fourni des fonds en échange d'informations confidentielles relatives à la collecte et au mouvement d'espèces d'eau douce rares provenant de rivières isolées du monde entier. Ces espèces, selon des initiés, comprenaient des animaux qui relèvent des protections de la loi fédérale américaine, en particulier la loi Lassie, qui régit le trafic d'espèces menacées ou protégées. Bien que Jeremy Wade soit connu pour son travail scientifique et de conservation, les documents auraient fait allusion à des arrangements financiers et logistiques qui pourraient avoir franchi les limites légales. Le FBI aurait pris connaissance de la découverte parce que les forces de l'ordre fédéral ont compétence sur le trafic d'espèces sauvages et les crimes financiers connexes. Selon des sources familières avec l'enquête, les agents ont considéré les registres et les correspondances comme des preuves potentielles de violation qui pourraient impliquer plusieurs juridictions. Les sociétés écrans, les virements électroniques internationaux et les communications codées mentionnées dans les documents auraient soulevé des questions sur le blanchiment d'argent possible ou d'autres irrégularités financières liées au commerce des espèces menacées. L'intérêt de l'AEY, selon des initiés, n'était pas dû à Jeremy Wade personnellement, mais à la nature des documents et à leurs implications possibles en vertu de la loi fédérale. D'autres détails de ces initiés indiquent que les courriels trouvés sur les disques durs stockés dans le coffre-fort comprenaient de la correspondance concernant l'exportation de spécimens. Certains messages auraient fait référence à des expéditions déclarées à des fins de recherche entrant aux États-Unis par les douanes du Texas. Le contenu suggérait que quelqu'un proche de Wade facilitait la paperasserie, mais il n'était pas clair si les transactions elles-mêmes étaient légales ou si une fausse déclaration avait été faite. Ces courriels, selon des sources, ont été une raison principale pour laquelle les autorités fédérales ont été attirées vers la propriété, même s'il n'existe aucun registre public d'un mandat de perquisition formel ou d'accusation. Ce qui rend l'histoire particulièrement convaincante, c'est que le contenu du coffre-fort ne suggérait pas une intention criminelle au sens où la plupart des gens l'imaginent. Il n'y avait aucune preuve de préjudice direct causé à des humains, aucune activité violente et aucune allégation selon laquelle Jeremy s'était personnellement engagé dans des actes illégaux. Au contraire, l'intrigue est née de l'intersection de la conservation mondiale, des transactions financières et des codes juridiques américains complexes. Des experts en droit de la faune, s'exprimant hypothétiquement sur la base des descriptions des documents, ont noté que même des divergences apparemment mineures dans l'exportation ou la documentation d'espèces protégées peuvent déclencher une enquête fédérale, en particulier lorsque des fonds et des communications internationales sont impliqués. Comme pour toute histoire circulant à partir de sources anonymes, la prudence est de mise. Il n'y a aucune confirmation officielle du FBI et Jeremy Wade n'a pas publiquement reconnu de lien avec la propriété de Richardson. Les registres de propriété locaux ne le répertorient pas comme le propriétaire et il n'y a aucune preuve que l'agence ait mené un raid publicisé. Que l'intérêt du FBI reflète une véritable préoccupation juridique ou simplement l'approche prudente de l'AEY face à des documents inexpliqués, les rapports suggèrent un niveau d'examen qui serait inhabituel pour une découverte résidentielle typique. Conséquences, réactions et significations. À la suite de la découverte à la propriété sur West Belt Line Road, Richardson, l'histoire a rapidement captivé l'attention des fans, des médias et des passionnés de la faune. Selon des initiés,
La révélation d'un coffre-fort caché contenant des registres financiers, de la correspondance et des enregistrements a déclenché une cascade de réactions allant d'un intérêt prudent à une inquiétude totale. L'attention ne s'est pas portée uniquement sur Jeremy personnellement, mais sur les implications plus larges des documents qui auraient été trouvés à l'intérieur de la maison. Les experts juridiques connaissant les lois sur la faune et le commerce international notent que même la suggestion d'irrégularité dans la manipulation d'espèces protégées peut provoquer un examen minutieux, en particulier lorsque des transactions financières et des communications transfrontalières sont impliquées. Publiquement, Jeremy Wade est resté fidèlement silencieux concernant la propriété de Richardson. Dans des déclarations partagées par ses représentants, il aurait nié la propriété de la maison ou l'aurait présentée comme étant au nom d'une société de portefeuille ou d'un associé proche, suggérant que tout lien avec les éléments découverts serait au mieux tangentiel. Les initiés connaissant ces opérations soulignent que la carrière de Jeremy a toujours été fondée sur un travail de terrain documenté et une recherche publique, ce qui rend peu probable qu'il s'implique intentionnellement dans une activité illégale. Néanmoins, l'absence d'explications claires a laissé place à la spéculation, alimentant une couverture médiatique allant des gros titres sensationnels aux analyses détaillées du droit de la faune. Les fans et les adeptes de Wade ont exprimé des réactions mitigées sur les médias sociaux. Le rapport initial a suscité une large discussion. Certains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la découverte pourrait nuire à sa réputation, soulignant que la crédibilité qu'il avait bâtie au fil des décennies grâce à l'enquête scientifique, à la défense de la conservation et à la pêche à la ligne extrême était en jeu. D'autres ont abordé les rapports avec scepticisme, notant que la propriété de la propriété n'avait jamais été officiellement confirmée et que les rapports d'initiés sont notoirement peu fiables. Selon des sources familières, avec les réponses des médias, l'équilibre entre le sensationnalisme et les reportages prudents est devenu un point de débat interne dans plusieurs organes de presse. Les grands réseaux auraient choisi de mettre l'accent sur les aspects juridiques et environnementaux de l'histoire, plutôt que d'insinuer une faute directe de la part de Jeremy. Du point de vue des communautés de la conservation et du droit de la faune, la découverte a déclenché une conversation plus large sur les complexités de la recherche internationale, de l'exportation de spécimens et des responsabilités des naturalistes de haut niveau. Les experts ont noté que les États-Unis appliquent des réglementations strictes en vertu de la loi Lacey, qui régit l'importation et l'exportation d'espèces menacées, et que même des chercheurs bien intentionnés peuvent déclencher par inadvertance un examen juridique si la documentation est incomplète ou mal présentée. Les initiés suggèrent que l'intérêt du FBI, tel que rapporté, découle de préoccupations concernant les arrangements financiers liés à la collecte et à l'expédition d'espèces, plutôt que de toute allégation de comportement violent ou nuisible. En d'autres termes, l'affaire a mis en évidence l'intersection de la légalité, de l'éthique et de la curiosité scientifique, illustrant que même les explorateurs célèbres doivent naviguer dans un labyrinthe de règles lorsque leur travail franchit les frontières internationales. Localement à Richardson, au Texas. L'histoire a suscité la curiosité des voisins et des membres de la communauté, dont beaucoup n'avaient jamais interagi avec les propriétaires supposés. Alors que les entrepreneurs ont été initialement ceux qui ont découvert le coffre-fort, les rapports suggèrent que les autorités locales ont été discrètement consultées pour s'assurer qu'il n'y avait pas de préoccupations immédiates en matière de sécurité publique. Les voisins ont décrit la maison comme banale, s'intégrant parfaitement dans l'environnement suburbain, ce qui n'a fait qu'amplifier le sentiment de mystère. Dans des discussions privées, des professionnels de l'immobilier et du droit de la région ont commenté que les propriétés avec des compartiments cachés, des structures de propriété d'entreprise ou des registres autrement obscurs ne sont pas rares dans les quartiers riches, bien qu'elles recoupent rarement les enquêtes fédérales de manière aussi dramatique. Légalement,
Les implications restent hypothétiques, mais notables. Selon des initiés familiers avec la procédure fédérale, la présence de registres, de correspondances et de communications numériques indiquant des transferts transfrontaliers d'espèces rares pourrait donner lieu à une enquête formelle. Une telle enquête pourrait inclure des citations à comparaître, une analyse forensique des dossiers électroniques et des entrevues avec des personnes associées à la propriété. Dans le même temps, les experts soulignent que la charge de la preuve repose sur des preuves claires. Les chuchotements ou les récits d'entrepreneurs non vérifiés ne constitueraient pas à eux seuls une affaire. Le FBI ou tout organisme de réglementation aurait besoin de violations de la loi documentées avant de prendre d'autres mesures. La situation, selon des initiés, reflète l'approche prudente que les organismes adoptent lorsque des personnalités de premier plan et des lois environnementales sensibles se croisent. Au-delà des conséquences juridiques et médiatiques immédiates, l'épisode soulève des questions sur la vie privée, la célébrité et la perception du public. La vie de Jeremy Wade a toujours été à cheval entre la fascination du public et la discrétion personnelle. Son travail dans des rivières isolées et des endroits dangereux le place dans des scénarios que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Pourtant, son personnage public a été bâti sur une recherche méthodique et des conclusions fondées sur des preuves. La notion d'un coffre-fort caché dans une banlieue tranquille du Texas, contenant des informations susceptibles d'attirer l'attention fédérale, est emblématique de la tension entre le mythe et la réalité qui a caractérisé sa carrière. Cela démontre comment les personnalités publiques du monde scientifique et de l'aventure peuvent devenir le sujet d'intrigues même en l'absence d'actes répréhensibles prouvés. Pour l'avenir, les initiés suggèrent qu'il est peu probable que l'histoire se termine rapidement. Les enquêtes de ce type, lorsqu'elles impliquent plusieurs juridictions, des transactions internationales complexes et des réglementations environnementales sensibles, peuvent prendre des mois, voire des années, à être résolues. Les prochaines étapes, selon des sources, pourrait inclure la vérification de la propriété, l'examen des registres et des entrevues avec des personnes répertoriées dans la correspondance ou les enregistrements audio. Pendant ce temps, le tribunal de l'opinion publique continue de se prononcer avec des débats en ligne et dans les forums d'information, en mettant en balance le respect de ses contributions scientifiques et la curiosité à l'égard des documents trouvés. Alors, au final, que pensez-vous de ce qui a été trouvé à l'intérieur de cette maison? Faites-le nous savoir dans les commentaires.